J'aime la chasse, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir ce soir, comme on a mon habitude, d'être accompagnée de notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir Denis. Bonsoir Amélie. Bon. Avant de démarrer cette émission, nous ferons un petit point avec Patrick en duplex sur notre salon virtuel de la chasse qui se tiendra du 23 au 25 avril. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités de la chasse et de la ruralité. Nous reviendrons sur un chien attaqué et tué par un loup dans le jardin d'une maison il y a quelques jours. Nous verrons que la FDC du Nord renforce les mesures de sécurité obligatoires. Nous parlerons de la nouvelle campagne de publicité dans le métro parisien pour zone 300. Nous partirons en quête de mues de cerf. Nous parlerons de la tribune d'Alain Bougrain-Dubourg de Charlie Hebdo à propos des chiens de vénerie. Denis nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Notre dossier de la semaine sera consacré ce soir à un sujet d'actualité, la décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne à propos de la capture à la grue et les réactions qu'elle a suscitées. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, c'est parti. Avant de démarrer les actus, on va retrouver Patrick qui est en duplex, qui est en pleine organisation de notre salon virtuel de la chasse. Salut Patrick, comment tu vas? Je crois que tu es bien pris en ce moment par cette organisation. Bonsoir Denis, bonsoir Amélie. Ouais, je suis désolé, je suis pas avec vous ce soir parce que je suis en train de faire des petits essais matériels. Le salon s'approche à grands pas, c'est dans un mois, un peu plus d'un mois. Et on teste là, enfin je teste actuellement des systèmes de visio, parce que salon virtuel dit tout le monde en visio. Donc je vous montre là comment ça fonctionne très rapidement, hein. On sera dans notre outil de visio, donc ça fonctionne éventuellement avec un simple ordinateur, hein. Là, vous voyez sur le retour, j'ai mon ordinateur et il suffit de parler à l'ordinateur, c'est la caméra de l'ordinateur, donc du très classique. Mais on a aussi testé, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, d'autres matériels. Là, j'ai une caméra, si vous la voyez devant, je peux tourner, zoomer, etc. Donc c'est pas mal pour ceux qui sont dans un showroom et pourront zoomer. Donc je parle toujours des exposants. Et il y a pas mal de matériel. Il y a ça aussi qui est assez sympa. Une petite caméra que j'ai trouvée, alors c'est pas cher du tout, je crois que ça coûte 70 €. Ça coûte 300 €. C'est une petite caméra, on peut zoomer, on peut faire un focus, ça coûte pas cher et c'est une super qualité d'image. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas dur de s'équiper pour le salon. Pour le son, on utilise quelque chose comme ça. C'est d'ailleurs avec ça que j'enregistre. Et on peut s'écarter et normalement vous m'entendez toujours aussi bien. Donc pour faire des démonstrations dans les showrooms, dans les armureries, chez les fabricants, chez les associations, un petit peu de matériel et on va faire un super salon. Donc voilà, d'ailleurs je voulais vous montrer, Amélie là, et Denis, je voulais vous montrer des petites photos qui m'ont été envoyées par Mathieu Sarrazin du Pistolier. Pistolier, c'est une célèbre armerie à Toulon, magnifique. Et il m'a envoyé des photos, ils sont déjà en train de préparer leur stand pour le salon virtuel, donc sur place, hein, évidemment, dans leur armurerie, ce qui leur permettra d'avoir tout le matériel sous la main. Et regardez, je vous envoie une petite photo, là, il y a 2 photos. Et oui, ils sont à fond. Chez le Pistolier, ils sont déjà prêts, un mois avant, ils sont quasiment calés. Voilà, et autrement, une nouvelle de la semaine, la grosse nouvelle de la semaine, c'est que Rivolier va être partenaire officiel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rivolier, c'est plein de marques, mais notamment Blazer, Sauer, Peltor, Garmin, Remington et plein d'autres marques. Donc ils seront très présents sur le salon et on est vraiment content qu'ils nous rejoignent. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse passer l'émission et j'espère que ça se passera bien. À plus. Eh bien écoute, merci Patrick, bon courage pour cette organisation, on te soutient, on pense à toi avec Denis. Oui. D'ailleurs Denis, tu as eu l'occasion d'interviewer un des exposants qu'on pourra retrouver sur le salon. Oui, alors,
plus qu'un exposant, c'est quelqu'un qui en effet aura un stand, mais un stand au nom d'une belle association, le CIC. Alors il ne s'agit pas de la banque, il s'agit du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier. Donc c'est une très vieille organisation internationale, créée en France dans les années 30 il me semble, qui a longtemps été présidée par un Français. Le siège actuellement est en Hongrie, à côté de Budapest. Et j'ai interviewé le président de la délégation française de ce CIC, quelqu'un de très intéressant qui donc a décidé avec son association de prendre un stand pour donner de la visibilité à cette association. Voilà, on va écouter maintenant quelques extraits de son interview qui était très intéressante. Monsieur Michaud, bonjour. Vous êtes donc le président de la délégation française du CIC. Alors le CIC, ce n'est pas la banque, c'est le Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier. Ai-je tout juste jusque-là? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire nous sommes une organisation mondiale. Nous regroupons environ 180 pays. Pour donner une idée, on regroupe des chasseurs d'Inde, du Maroc, aussi bien que de l'Autriche ou des Pays-Bas. Et on essaie de travailler avec les organisations internationales au niveau de l'ONU, etc., pour pouvoir faire avancer les réglementations et préserver la biodiversité. Pourquoi êtes-vous avec nous ce matin? Parce que d'une part, il est important de faire découvrir le CIC, mais aussi parce que vous avez décidé. Alors c'est simple, la réponse elle est simple. J'interromps, c'est parce que j'aime la chasse. J'aime la chasse, organise ce salon. Et moi, je trouve que c'est formidable parce que on en a besoin dans cette période difficile. Et en plus, c'est tout à fait adapté parce qu'il faut réunir les chasseurs de la France entière et c'est beaucoup plus facile de les réunir en ligne que de pouvoir les obliger à se déplacer avec les stands, etc. C'est très compliqué. Donc, je trouve ça génial et c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite disons, montrer la présence du CIC dans votre salon pour dire que nous, on soutient la chasse sur tout le territoire à travers le J'aime la chasse, votre salon, qui va certainement avoir beaucoup de succès. Et puis d'ailleurs, Denis, on invite toutes les associations à ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous si elles souhaitent être présentes sur notre salon virtuel. Oui, c'est une occasion, à mon avis, assez unique d'avoir de la visibilité et de la visibilité qui va au-delà des simples, je dirais, clients habituels des salons, puisque voilà, c'est virtuel, il suffit de cliquer et de chez soi, depuis son canapé, on peut être, voilà, visiter ce salon. Non, une bonne occasion à ne pas manquer, à mon avis. Bon, on a hâte en tous les cas. On démarre ces actualités, Denis, avec un chien qui a été attaqué et tué par un loup il y a quelques jours dans un jardin. Oui, dans le jardin d'une maison. Triste actualité pour le propriétaire du chien, déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps sur ce que ça dit de l'état des populations de loups et de ce prédateur dans nos campagnes et dans nos forêts. Ça se passe dans un charmant petit village d'ailleurs, le Saou, dans la Drôme, à peu près 30-35 km à vol d'oiseau de Valence. Donc on n'est pas au fin fond de la Sibérie ou du Canada. On est vraiment très près de la civilisation. On est dans la civilisation. Que s'est-il passé? Bien, un matin, le propriétaire sort et voit son chien à moitié dévoré. Les techniciens de l'OFB sont venus immédiatement, ont immédiatement confirmé qu'il s'agissait bien d'un loup qui était responsable de l'attaque. Voilà, donc nous sommes bien entendu dans un premier temps désolés pour ce chien et son propriétaire. Par contre, jusqu'à présent, ce qu'il faut quand même noter, c'est que la prédation du loup s'exerçait d'abord et avant tout sur les animaux d'élevage. En gros, 13, 14, voire 15 000 bêtes d'élevage sont tuées depuis quelques années, chaque année, donc par le loup. Les éleveurs sont à bout. Ils se posent des questions vraiment très importantes sur leur avenir parce qu'aucune des mesures de protection, quoi qu'en disent les amis du loup, aucune mesure de protection n'est réellement efficace quand le loup a décidé d'attaquer. Ces chiffres sont les chiffres officiels. Il faut considérer qu'il y a plus de pertes qui ne sont pas prises en compte par des attaques non reconnues comme étant celles du loup ou parce que ce sont des victimes collatérales, on va dire. Le loup, c'est aussi un vrai fléau
pour la biodiversité, quoi qu'en disent les adorateurs de l'animal, le mouflon, par exemple, a complètement disparu. Certains massifs alpins, il n'y en a plus dans le Ventoux, il n'y en a plus en Chartreuse, il n'y en a plus dans le Vercors, ou pratiquement plus. Bon, ce n'est vraiment pas un ami de la biodiversité. Ce réensauvagement fantasmé par certains, il est triste de constater que c'est pratiquement devenu la politique officielle du ministère de l'écologie. Ça, c'est vraiment dommage. On peut aussi s'interroger sur l'attitude de l'OFB. Certains s'interrogent quant à une possible sous-estimation des chiffres officiels. Pourquoi ? Parce que ça limite évidemment les tirs de prélèvement, puisqu'il s'agit d'un ratio, d'un prorata. Cette politique, ce qui est terrible, c'est qu'elle est mise en œuvre dans la plus grande discrétion. Elle n'a jamais fait l'objet d'une mention dans un programme électoral de qui que ce soit, et néanmoins, elle est mise en œuvre depuis de nombreuses années, sans que les Français soient consultés ou aient pu donner leur avis. Le problème, c'est qu'elle a un impact énorme sur l'élevage, sur l'agriculture, sur un pan entier de notre agriculture, sur l'élevage de plein air, l'élevage qui justement fait la force de l'élevage français. Est-ce que nous voulons réellement que cet élevage disparaisse ? L'impact aussi, il est sur la nature et sur les rapports des Français avec la nature. Bon, des Italiens aussi, ou des Suisses, parce qu'eux aussi sont touchés par ce phénomène. En gros, on peut se poser les questions de savoir ce que Mme Pompili et puis les tenants de cette idéologie-là veulent faire de la nature. On sait que Mme Pompili souhaite que 30% de la surface du territoire national soit en zone protégée, et 10% en zone à protection forte. Donc où on n'a pas le droit d'aller du tout, quoi. Les zones à protection forte, en gros, on peut restreindre, voire interdire toute activité humaine dans ces zones-là. Est-ce que la France doit devenir un gigantesque Yellowstone ? Non, je ne le pense pas. Il y a des agriculteurs, il y a des promeneurs, il y a des éleveurs, des bergers, des chasseurs, des pêcheurs. Je pense qu'on va vers quelque chose d'assez surprenant sans que les Français aient été consultés. Moi, ce qui me pose question aussi, est la dernière visite de Mme Pompili, le voyage qu'elle a fait récemment en Inde, me fait me poser des questions. Qu'est-elle allée voir en Inde ? Elle est allée voir le fameux parc de Kaziranga. C'est un parc géré immense, à la taille de l'Inde, qui est géré par le WWF, et pour y protéger des espèces sauvages. Le problème, c'est que ce parc, géré par le WWF, est à l'origine et la source de nombreux scandales. Certaines organisations de défense des droits de l'homme ou de défense de certains peuples autochtones s'émeuvent, c'est le moins qu'on puisse dire, du sort réservé aux populations qui vivaient dans le parc ou à proximité du parc. On parle de violation des droits de l'homme, de violence, de tirs à vue pour empêcher les gens de retourner sur leurs habitations, de destruction de récoltes. Et voilà le parc que Mme Pompili est allée visiter, et voilà le style de mise en œuvre de zones qu'elle voudrait promouvoir. Non, là il y a un vrai problème. Là on la voit à l'écran jouer son safari en Inde, mais c'est assez surprenant. Donc voulons-nous devenir des étrangers dans notre propre pays, nous faire expulser si nous sommes bergers, éleveurs de nos territoires, parce que ce sont nos territoires. Donc là, il y a un vrai problème, en effet. C'est sûr. Au-delà de ce pauvre chien qui a été dévoré. Oui, et puis on espère que plus tard, ça ne sera pas d'autres attaques qui vont se renouveler aussi proches des habitations. Oui, le petit chaperon rouge à nouveau en France au XXIe siècle, ce serait quand même dommage. Oui, ça serait dommage, c'est sûr, et très triste. Tu voulais revenir, Denis, ce soir également sur la FDC du Nord qui renforce ses mesures de sécurité obligatoires. Oui, j'ai été alerté par les réseaux sociaux du nouveau schéma départemental de gestion synergétique de la Fédération des chasseurs du Nord. Et plusieurs chapitres comme d'habitude, mais il y a un long chapitre sur la sécurité et des règles importantes. Alors, il y a d'abord la transcription des règles édictées par cet arrêté d'octobre 2020, mais la FDC du Nord va au-delà. Alors, dans un premier temps, le port d'une chasuble, veste ou gilet orange devient obligatoire. Bon, ça, pour la chasse au grand gibier, en action collective, ça l'était déjà. Mais
pour tous les participants, chasseurs et accompagnateurs, à une chasse en plaine et au bois. Donc pour des chasseurs de petit gibier aussi. D'accord. Et ce vêtement sera aussi obligatoire pour tous les participants à une opération de furetage à tir du lapin de Garenne. Bien. Par contre, ce vêtement n'est pas obligatoire pour la chasse au gibier d'eau, en zone humide et sur le domaine public maritime, sur la chasse aux oiseaux de passage, pour la chasse aux ésodes et postes fixes, pour la chasse à l'approche ou à l'affût du grand gibier, pour la vénerie et la chasse au vol. Donc, première règle, le port du vêtement orange fluo devient aussi obligatoire pour la chasse au petit gibier, en plaine ou au bois. Okay. Deuxième règle, à mon avis pas idiote celle-ci, pour les déplacements hors véhicule, et je dis bien hors véhicule, l'arme devra être hors de son étui, de son fourreau ou de sa mallette. Je crois que c'est une très très bonne initiative, ça évite qu'une arme chargée soit glissée dans un fourreau et qu'on se déplace avec. On n'est jamais trop précautionneux en la matière. Troisième obligation, et là, nouvelle aussi, matérialisation obligatoire du fameux angle des 30 degrés. On le voit à l'écran, le fameux angle des 30 degrés, 5 pas d'un côté, 5 pas de l'autre, 3 pas en perpendiculaire. Jusqu'à présent, voilà, on devait le visualiser dans sa tête, prendre des repères. Pas le matérialiser. Là, exactement. La Fédération des chasseurs du Nord oblige à le matérialiser avec des piquets, des fanions, d'une manière ou d'une autre. Mais ça doit être matérialisé pour toute action collective de chasse au grand gibier. D'accord. Dernière obligation, là il s'agit de la transcription d'une de celles de l'arrêté d'octobre 2020, c'est la mise en place de panneaux obligatoires, donc chasse en cours, avant le début de la chasse, enlevée à l'issue de la chasse. Bien voilà. Enlevé, effectivement, Voilà donc les nouvelles du Nord. Ok, merci Denis. Nous l'avons vu également, je pense, comme beaucoup sur les réseaux. Tu voulais nous parler de la nouvelle campagne de pub dans le métro parisien pour Zone 300. Oui, Zone 300 fait parler d'elle une deuxième fois. C'est la deuxième fois que Zone 300 fait une campagne de pub dans le métro. Là, il s'agissait de lancer le fait que Zone 300 rentre sur la box Orange, un des 3-4 grands opérateurs Internet et téléphonie français. Donc, Zone 300 sera disponible sur la chaîne 111 de la box Orange. C'est quand même un bel événement, c'est assez remarquable. Cette fameuse chaîne de chasse et de pêche est vraiment la petite chaîne qui monte. C'est assez impressionnant de voir qu'en si peu de temps, elle est devenue un acteur important, voire incontournable voilà. Donc on est ravis à double titre, d'abord de voir qu'une entreprise liée à la chasse marche bien et fonctionne bien. Et puis, je suis aussi assez content parce que j'imagine la tête de certains bobos, véganes, écolos carencés sortant de leur wagon de métro et tombant sur la grande affiche avec marqué Zone 300 fièrement chasse. J'avoue que j'aimerais être une petite souris pour voir leur tête. Je crois qu'on est nombreux à se poser cette question. Donc, oui, j'avoue que j'aimerais prendre le métro ne serait-ce que pour voir la tête de ces oiseaux. Voilà. Bon. Denis, tu voulais revenir sur la mue des cerfs, puisqu'on est en plein dans la période. On est en pleine saison. Oui, les cerfs, vous le savez tous, perdent leur bois annuellement. Nous sommes dans la période où ils les perdent. C'est un moment important dans la vie des cerfs, avec le rut, bien entendu. Oui. Il faut quand même savoir qu'il y a des passionnés en France de quête, de recherche, de mue de cerfs. Il y a des gens qui connaissent leur secteur forestier par cœur, qui savent où les animaux vont, où se remiser, les couler, et ainsi de suite, de manière à pouvoir récolter ces fameuses mues de cerfs. Alors évidemment, le Graal, c'est d'arriver, pour ces gens-là, pour ces collectionneurs, c'est d'arriver à trouver la paire, la fameuse paire, du même animal. Et puis il y a des gens qui ont accumulé des collections mais phénoménales. On en voit une à l'image là, mais moi je me rappelle en Haute-Marne, pas loin d'un endroit où j'allais chasser, il y avait un garde forestier qui avait des monceaux de mues de cerfs. C'était assez incroyable. Il était passionné. Voilà. Il faut quand même savoir qu'un grand cerf va pouvoir avoir une repousse qui peut aller jusqu'à plus de 2 mètres. Ouais, c'est fou. C'est incroyable ce que la nature est capable de faire. Et ça peut peser jusqu'à 7 kilos. Ouais. Et tout ça en, 3 mois et demi. C'est absolument fabuleux.
c'est tellement fabuleux que chez nos anciens Celtes, nos ancêtres, ce phénomène avait été considéré comme un symbole du renouveau de la nature, du cycle de la fertilité. Ils avaient un dieu qui avait porté des bois de cerf, il s'appelait Cernunnos. On voit une très belle image du chaudron de Gundestrup, qui a ici à l'écran, là, qui représente Cernunnos. Voilà, c'était un dieu qu'on retrouvait d'ailleurs pas uniquement chez les Gaulois, hein, de l'Irlande jusqu'au Balkan, dans tout ce monde celte de l'Europe de l'Ouest. Voilà, c'était le symbole de la fertilité, du renouveau et des cycles de la nature. Un dernier petit point. Je serais un petit peu rabat-joie. Un petit rappel à la loi quand même. L'article 546 du Code civil dispose que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne le droit sur tout ce qu'elle produit et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Traduction en français intelligible, la mue de serre appartient au propriétaire du territoire sur lequel elle est tombée. D'accord. Bon. J'imagine que beaucoup de propriétaires s'en soucient peu, mais néanmoins, c'est comme les champignons, comme le bois, comme les fruits, cela appartient au propriétaire du territoire en question. Il suffit de s'entendre avec lui, d'aller le voir. S'il n'est pas intéressé, je pense qu'il ne verra pas d'inconvénient à ce que les passionnés y aillent, mais il était bon de le rappeler quand même. Ouais. Merci pour ce petit rappel à la loi, Denis. Tu voulais revenir également dans ces actualités sur une tribune d'Alain Bougrain-Dubourg dans Charlie Hebdo à propos des chiens de vénerie. Oui, alors là, on savait qu'Alain Bougrain-Dubourg était capable du pire, qu'il avait touché le fond. Là, il a creusé dans cette tribune. Dans cette tribune de Charlie Hebdo, monsieur s'attaque aux chiens de vénerie. On voit à l'écran de quoi il s'agit, des conditions de vie déplorables, des traitements aussi bien physiques que psychologiques dégradants pour ces animaux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, d'abord, Ligue de protection des oiseaux, je ne vois pas le rapport avec la vénerie et les chiens de vénerie, si ce n'est que ce monsieur voue une haine incroyable à la chasse et que toute occasion est bonne. Le problème, c'est que là, il s'est couvert de ridicule. Sa haine de la chasse l'a emporté. Il dit, dès le début de sa tribune, et là je cite, « Autant l'avouer, j'avais la certitude que les chiens de meute étaient victimes d'odieuses maltraitances. J'en ai désormais seulement la conviction. Certitude, conviction, mais pas plus. » Et il rajoute, en cause le manque de cas avérés permettant de conclure sans équivoque. Donc, je n'ai aucune preuve, mais je suis quand même certain qu'ils sont... Mais je suis certain qu'ils sont maltraités. Sans preuve, mais voilà. Pour étayer ses dires, il va chercher des témoins objectifs, la Fondation Brigitte Bardot et AVA, qui sont bien entendu des gens qui ont toute objectivité en ce qui concerne la vénerie. Petite pépite trouvée dans ce torchon, il n'y a pas d'autre mot, à propos de l'élevage et du dressage des chiens de vénerie. On fabrique des armes synégétiques, dit-il. Des armes synégétiques, très bien. C'est tout simplement nier la nature profonde des chiens qui sont des prédateurs, comme l'homme l'est aussi. Et enfin, et là, ça a fait bondir la société de vénerie, tout le reste aussi, mais ça particulièrement. Selon lui, dès l'âge de 3 ans, les chiens ne sont plus performants. Donc, ils sont soit cédés, soit euthanasiés. Donc, vous imaginez qu'il y a plein de vétérinaires en France qui euthanasient des chiens de vénerie par dizaines dès qu'ils ne sont plus performants, c'est-à-dire dès qu'ils ont dépassé l'âge de 3 ans. Donc, ignoble, mensonger bien entendu, ridicule. Il faut noter l'excellente réponse de Pierre Dorwal, le président de la Société de vénerie, à cette ignominie. Réponse que je mettrai in extenso dans un article qui va sortir bientôt sur notre site j'aimelachasse.fr. Ok, merci Denis. On va passer maintenant à ta chronique Les Brèves du chasseur. Oui, alors, Patrick n'étant pas là, je me suis permis de faire à sa place 2 petits directs des réseaux, mais vraiment très légers. Je ne savais pas. Si, mais voilà, mais les surprises sont importantes. Sans ça, la vie ne serait pas drôle. Oui, alors, en direct des réseaux, non pas par Patrick, mais par Denis cette fois-ci. Je ne savais pas qu'on pouvait aller jusque-là. Ils ont osé, ils l'ont fait.
Audiard, dans un film célèbre, Les Tontons Flingueurs, faisait dire à un de ses personnages « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Désolé, j'adore Audiard. Alors, selon les végétalistes, on connaissait les animalistes, maintenant il y a des végétalistes, et on voit à l'écran qu'il ne faut plus tailler les arbres, ni les haies, parce que ça cause du stress, et ça peut augmenter le désordre, créer des désordres chimiques qui pourraient attaquer la couche d'ozone. Voilà. Si. Bon, ce n'est pas un gag, mais... Ouais, t'es sûr, c'était pas... Non, c'est malheureusement du réel. Bon, je crois que vraiment, on aura tout vu, c'est assez extraordinaire. C'est du haut niveau. Deuxième petit direct des réseaux. Vous vous rappelez de Muriel Fusy, cette dirigeante ou je ne sais quoi du parti animaliste qui confondait faisan et perdrix. Oui, on en avait parlé d'ailleurs. Voilà. Eh bien, on a un autre membre du parti animaliste qui a tweeté récemment qu'un couple de cygnes qu'elle suit, qu'elle a baptisé, bien entendu, allait très bien, qu'il avait passé la journée à pêcher des poissons. Bien, nous apprenons quelque chose. L'évolution a produit encore quelque chose d'étonnant. Les cygnes mangent des poissons maintenant. Non, ils sont herbivores, chère madame. Mais c'est assez extraordinaire que ces gens-là nous donnent des leçons alors qu'ils ne sont même pas capables de reconnaître une carpe d'un cheval. Enfin bon, voilà. Voilà. Pour les directs des réseaux, c'était bref. Bon. Et dans les médias ? Et dans les médias, alors dans les médias, j'ai pris le parti, comme la saison de chasse est finie, et que les chasseurs entament leur deuxième vie. La deuxième vie d'un chasseur, pour plus de la moitié d'entre eux, c'est de s'occuper des territoires, des biotopes et autres. Donc j'ai pris le parti de mettre en avant les actions des chasseurs, des pêcheurs aussi, pour la nature, la campagne, les biotopes, la restauration, et ainsi de suite. Donc, et ça, chasseurs et pêcheurs le font bénévolement. Ils n'ont pas besoin de 900 000 euros de subvention comme la LPO pour s'occuper des petits oiseaux. Donc, dans la Nouvelle République, un petit article qui montre que dans Indre-et-Loire, les chasseurs ont planté cette saison 26 km de haies, 26 000 mètres de haies. C'est un record pour les chasseurs d'Indre-et-Loire. C'est la première fois qu'ils arrivent à planter autant. Et tout le monde sait combien sont importantes les haies pour la biodiversité, pour les oiseaux, les animaux, et le drainage des eaux, et ainsi de suite. Donc 26 km de haies, bravo aux chasseurs. On les félicite, vraiment. Voilà. Deuxième action extrêmement positive de chasseurs, là ça se passe dans la Manche. Les chasseurs vont à la chasse, mais aux déchets. Bon, ils ont fait une énorme collecte avec des points de collecte partagés un petit peu partout sur le territoire du département pour ramasser des déchets, en particulier ce qu'on appelle les dépôts sauvages. Exactement. C'est la Fédération des chasseurs de la Manche qui en est l'acteur principal et donc son président dit on dénombre encore de trop nombreux dépôts sauvages aux portes de nos villes, dans nos campagnes, à proximité de nos fleuves et de nos rivières. Le but de cette opération est de mobiliser un maximum de personnes. Voilà. Je rappelle que dans les Hauts-de-France, on ne dit plus le nord de la France, mais dans les Hauts-de-France, il y a une énorme opération lancée à l'initiative des chasseurs, mais appuyée par la région et par son président, Xavier Bertrand, qui s'appelle Hauts-de-France Propre. Malheureusement, compte tenu du Covid, ça a été reporté, repoussé, mais elle devrait avoir lieu bientôt. Voilà. Voilà des bonnes actions des chasseurs, des pêcheurs, parce qu'ils étaient associés en l'occurrence. L'intersaison, c'est aussi un bon moment pour augmenter ses compétences de chasseurs. Et Dieu sait si nous en avons tous besoin. Voilà, on n'est jamais assez compétent quand on chasse, dans tous les domaines. Connaissance de la nature, des animaux, des armes, de la balistique. Oui, puis on se remet à jour aussi. On se remet à jour, il y a des nouveautés. Voilà. Et quoi de mieux pour augmenter ses compétences que de se lancer un beau challenge, un beau défi, c'est réussir le brevet de chasseur grand gibier. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment bosser. Moi, j'invite tous les chasseurs, qui ne sont pas uniquement des chasseurs de petit gibier, mais qui, comme moi, pratiquent les deux, à se lancer ce pari-là, parce que c'est un moyen d'acquérir vraiment de nombreuses connaissances. Le site de l'Association nationale des chasseurs de grand gibier est très bien fait.
Il y a un très bon bouquin pour préparer ça. Sur le site, on trouve des quiz aussi pour préparer. Ouais, c'est du boulot. Hein. C'est du connais les boulot. gens qui l'ont C'est testé, aussi une grande leçon d'humilité. Ouais. Parce que quand on s'y colle pour la première fois, on s'aperçoit qu'on ne sait vraiment pas tout. Donc moi, j'ai pris des bonnes claques les premières fois. Mais voilà, ça m'a Tu l'as passé? Non, pas encore. Je m'y prépare. Ah, bien. Mais Je tu nous m'y tiendras, prépare. tu Bah, nous bien tiendras sûr. au courant. On ouvrira une bouteille de champagne lorsque je l'aurai. Pendant Voilà. l'émission, voilà. Avant, comme ça, nous dirons beaucoup de bêtises. Voilà. Mais voilà, ça permet de combler beaucoup de lacunes. C'est très, très intéressant. Et puis en plus, on accumule des connaissances très utiles. Voilà. Super. Voilà. Tu voulais nous parler encore de quelque chose de récent, je crois? Oui. C'est aussi l'intersaison, un moment où on se pose des questions. Est-ce que je garde telle arme? Est-ce que je m'achète ceci? Est-ce que je vais basculer là-dessus? Bon, il y a un très beau magasin là, et très grand magasin de la chaîne Terzeo qui vient d'ouvrir à Saint-Maximin. Saint-Maximin, c'est dans l'Oise, à proximité de Creil. Et ils viennent d'ouvrir leur Xème magasin, 1200 mètres carrés, assez impressionnant. 5 pôles, on va dire, chasse, pêche, équitation, animaux et nature, plus généralement. Donc on souhaite longue vie à ce nouveau magasin de Terzeo. Exactement. Voilà. Une petite dernière pour la route, Denis? Ah oui, la petite dernière pour la route. Alors j'ai hésité, puis je me suis dit que j'allais me faire ce petit plaisir. Vous vous rappelez tous des soubresauts du fameux zoo de Pont-Scorff, qui en moins d'un an a réussi à attirer les foudres de la préfecture, pour les mauvais traitements soumis aux animaux, qui, contrairement à son statut et à sa mission, n'a rien fait, n'a relâché aucun animal, qui a été mis en cessation de paiement. Et là, actuellement, les héritiers, les associations diverses et variées qui s'occupaient de ce zoo, je dois avouer que c'est un petit plaisir, sont en train de se déchirer. Les uns s'opposent à une levée de fonds pour essayer, qui vise à essayer de sauver la chose, en disant qu'ils ne sont pas légitimes, que ceci, que cela. Enfin bon, c'est du rififi à Pont-Scorff, et je dois avouer que, oui, ça fait un petit plaisir, parce qu'ils sont tellement ridicules et pitoyables. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les animaux, que deviennent-ils? J'ose espérer qu'ils seront dirigés sur des structures plus sérieuses et plus respectueuses de ces animaux. Voilà. Voilà merci Denis pour ces brèves. On passe maintenant à notre dossier de la semaine. Dossier de la semaine consacré ce soir à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la capture à la glu, Denis. Oui. Surprenant. Un peu de douche froide. Pourquoi ? Vous savez tous ce qu'il en est. Depuis un certain temps, certaines associations anti-chasse dites de protection de la nature s'insurgeaient contre la capture à la glu des grives et des merles noirs dans 5 départements de Provence. C'était recours auprès du Conseil d'État d'abord, qui ne trouvait jusqu'à présent rien à y redire. Ensuite, ils se sont dit qu'il fallait voir du côté de l'Union européenne et en lien avec la fameuse directive Oiseaux. Et puis, entre-temps, arrive Madame Pompili au ministère de l'écologie qui décide, en septembre dernier ou fin août dernier, en attendant une décision de l'Union européenne, de mettre les quotas à 0. C'est ce qui a causé la fameuse manifestation des chasseurs de Prades, à laquelle nous étions le 12 septembre dernier. Nous étions en attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. On avait eu un petit moment d'espoir en novembre, lorsque l'avocate générale, près la Cour de justice européenne, Juliane Cocotte, une Allemande, avait dit que, et là il est important de noter ces termes exacts, que la chasse au gluot, des grives et merles noirs autorisées dans le sud de la France, peut être compatible avec la directive de l'Union européenne concernant la conservation des oiseaux sauvages, si cette chasse revêt une importance culturelle importante et significative, et si les autres conditions requises sont remplies. Donc on s'est dit, la partie culturelle de cette chasse est comprise. Et c'est un bon signal, parce que jusqu'à présent, en gros, quand l'avocate générale près la Cour de justice de l'Union européenne donne des recommandations, elles sont suivies dans 90% des cas. Ouais. Bien. Donc c'est laissé,
Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourtant, les conditions sont remplies. Quelles sont les conditions? C'est que la capture soit sélective, ce qui est le cas. Les oiseaux non concernés sont nettoyés et relâchés. Et puis, il faut que cette capture concerne moins d'1% de la mortalité naturelle de l'espèce, ce qui est le cas aussi. Eh bien, malheureusement, malgré tout ça, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est tombée mercredi, est plutôt négative. Alors, contrairement à ce qu'ont claironné Barbara Pompili en premier, One Voice ensuite, la LPO et toute la litanie de ces antichasses, la France n'est pas condamnée pour la chasse au lieu. Et la Cour de justice de l'Union européenne renvoie la décision au Conseil d'État. Charge à lui de vérifier que les conditions pour que cette chasse perdure soient bien remplies. Donc, il semble que Mme Pompili ne sache pas lire une décision de la justice européenne. C'est un peu surprenant pour une ministre, surtout le numéro 3 du gouvernement. Et puis, voilà, les oiseaux, encore une fois, crient victoire trop tôt. La décision revient au Conseil d'État français. Bon, l'argument des opposants est que ce n'est pas sélectif, ce qui est faux, et que les oiseaux souffrent. On voit d'ailleurs à l'image, en ce moment, à l'écran, des oiseaux qui souffrent horriblement. Non, je me suis trompé. Ce ne sont pas des oiseaux pris dans les gluaux, ce sont des oiseaux qui sont pris dans les filets par la LPO lors de son camp de bagages d'été, le principal étant en Côte d'Or. Donc ce qu'on voit à l'écran, ces oiseaux désarticulés, souffrants, c'est le bon traitement, c'est ce que la LPO appelle la bientraitance animale. Et là, il s'agit de centaines d'oiseaux qui restent dans ces conditions-là pendant très longtemps quand même, avant qu'ils ne soient pris, bagués et éventuellement relâchés pour ceux qui sont en état. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures. Oui, c'est sûr. C'est assez insupportable. J'en profite pour dire que l'attitude de Mme Pompili, de ses amis de ELV, des animalistes, des antispécistes, arrive à point nommé. Les élections départementales et régionales approchent. On sait maintenant qui sont nos ennemis, clairement, et il faut bien penser, tous, chasseurs, pêcheurs, éleveurs, cavaliers, parce qu'ils sont dans les lignes de mire aussi, qu'en démocratie, le bulletin de vote, c'est une arme, et qu'il faudra aller voter à ces élections en juin. Cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne a fait réagir quand même pas mal de monde, pas uniquement ceux qui s'en félicitaient. On voit à l'écran la réaction de Alain Perea, président du groupe chasse à l'Assemblée nationale, que nous avions interviewé à Compiègne, qui s'insurge contre cette décision. Et on va écouter maintenant, coup sur coup, deux interviews. Celle que j'ai réalisée ce matin de Éric Camoin, qui est le président de l'Association nationale de la défense des chasses traditionnelles de la Grive, qui bien entendu est désolé, mais qui dit que le combat n'est pas terminé, que maintenant c'est au Conseil d'État de décider, qu'il va falloir qu'ils apportent des éléments au Conseil d'État. Donc dans un premier temps, nous allons écouter l'interview de Éric Camoin. Éric Camoin, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur J'aime la chasse et de nous réserver votre réaction à cette décision qui est surprenante de la part de la Cour de justice de l'Union européenne. On s'attendait à autre chose suite aux déclarations de la procureure générale, Juliane Cocotte, qu'elle avait faite en novembre dernier. C'est un peu la douche froide. Quelle est votre réaction, Eric ? Alors, c'est la douche froide. Oui, on ne va pas dire qu'on est complètement satisfait parce que on pensait que la Cour allait suivre les préconisations de l'avocate générale, ce qui est généralement le cas. Dans plus de 80% des cas, je crois, la Cour suit les réquisitions de l'avocate générale. Maintenant, contrairement à ce qui est dit, rien n'est terminé puisque la Cour ne dit pas que la pratique doit être interdite. Contrairement à ce que j'entends toute la journée, là, depuis mercredi, que la Cour a demandé l'interdiction de la chasse à la glu, ce qui est totalement faux. La Cour,
Je suis désolé de vous interrompre, Eric, mais en effet, que ce soit la ministre, que ce soit des organisations comme la LPO ou One Voice, tout le monde claironne, ça y est, nous avons gagné, la glu, c'est terminé. Mais Oui. ce n'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Mais la ministre, de toute façon, c'est une militante. C'est une militante. Ça fait des années et des années qu'elle se bat contre notre pratique. Il faut se rappeler quand même son intervention dans le cadre de la loi biodiversité à l'Assemblée nationale alors qu'elle était secrétaire d'État. Quand le gouvernement de François Hollande avait demandé qu'elle prenne une position de sagesse, en termes juridiques, à l'Assemblée nationale, sagesse, ça veut dire, messieurs les députés, décidez s'il faut interdire ou pas. Et j'invite les gens à réécouter son intervention ce jour-là, mais elle est allée au-delà de ce que lui avait préconisé son gouvernement. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau, cette personne, c'est une anti-chasse, contrairement à ce qu'elle veut faire croire, c'est une anti-chasse, au même titre que toutes ces associations, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand ils vous font des grandes leçons, mais non, on ne veut pas l'interdiction de la chasse, on veut que certaines pratiques, non, ça c'est de la foutaise. Et d'ailleurs, et je crois que c'est l'année dernière de mémoire, il y a eu un colloque à l'Assemblée nationale organisé par M. Dombreval avec toutes ces associations, et certaines associations étaient intervenues en disant « oui, il faut interdire la chasse ». Et qu'est-ce qu'ils ont dit lors de ce débat? Non, 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 surtout pas, attention, ça c'est pas possible, allons-y petit à petit. Détricotons les pratiques petit à petit. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça oui, la réalité. Tout à fait. On s'attaque à des bastions un peu moins bien défendus, comme la glu, la vénerie sous terre, la vénerie en général, pour pouvoir ensuite faire tomber le donjon principal qui est la chasse. Ça, c'est une tactique de grignotage qui est bien connue. Maintenant, par contre, c'est pas que c'est moins défendu, c'est que ce sont des pratiques avec très peu de participants, très peu de pratiquants, en fait. C'est pas, vous n'avez pas le même nombre de chasseurs de sangliers ou de bécassiers. Nous, c'est 5-6 000 pratiquants et c'est dans 5 départements uniquement de la France. C'est en cela, Eric, que je disais que c'est moins défendu. Moins il y a de participants, oui, dans ce sens-là, oui, tout à fait. Est défendu. Voilà. Moi, maintenant, ce que j'aimerais que l'on évoque avec vous, Eric, c'est la suite des événements. Que va-t-il se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est que, en fait, la Cour a clairement dit, non, elle a botté en touche, contrairement à ce que tout le monde dit, elle a botté en touche, elle n'a pas pris de position et elle renvoie la décision au Conseil d'État en disant, écoutez, si vous estimez que cette pratique n'est pas sélective, prenez à vous de prendre la décision, à vous d'enquêter sur cette pratique. Donc, maintenant, on revient au Conseil d'État, donc il va falloir déposer un mémoire au Conseil d'État en allant dans ce sens, c'est-à-dire prouver la sélectivité et même dire au Conseil d'État, j'invite le Conseil d'État à venir sur place, à venir voir ce qu'est la réalité, à venir voir nos oiseaux et à venir voir la réalité. Exactement, je pense que ça, une délégation de membres du Conseil d'État qui viendrait voir ce qu'est réellement la capture à la glu, peut-être pourrait leur ouvrir les yeux. Pardon. Et d'ailleurs, j'invite aussi à questionner l'OFB Région PACA. Il faudrait rappeler quand même qu'il y a 2 ans, puisque l'année dernière on n'a pas pratiqué, mais il y a 2 ans, l'OFB a fait 2500 heures, écoutez bien, 2500 heures de contrôle sur la glu. Quand vous pensez que la pratique, c'est du 1er octobre au mois de décembre, jusqu'au 15 décembre, et pratiquée uniquement de 8h à 11h le matin, imaginez ce que ça fait. C'est-à-dire que l'OFB a passé son temps à contrôler la glu. Il n'y a eu aucune verbalisation sur des espèces protégées. Je dis bien aucune verbalisation sur des oiseaux protégés.
Bon, voilà un genre d'argument qui pourrait quand même convaincre des gens intelligents, parce qu'on suppose quand même qu'au Conseil d'État, on a des gens intelligents. Le problème, ce n'est pas l'intelligence, Eric. Le problème, c'est le dogmatisme, le sectarisme, la volonté politique de détruire et petit à petit la chasse en s'attaquant d'abord à des pratiques avec moins de chasseurs que d'autres. Je parlais tout à l'heure, je citais l'exemple tout à l'heure de la vénerie sous terre, de la vénerie en général, de la glu. Voilà, on détricote, on grignote petit à petit pour attaquer ensuite le reste. On espère qu'au Conseil d'État, la gangrène de l'écologie radicale n'est pas arrivée au point de l'Union européenne, parce qu'apparemment, quand une avocate générale n'est pas suivie à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'il y a d'autres forces qui ont agi, et les forces, on les connaît. Je souscris complètement. Ce matin, je crois, le célèbre Bougrain-Dubourg était invité sur RMC, Eric. N'est-ce pas, pour réagir à cette grande nouvelle. Il a parlé de bien-être animal, c'est ça? Oui, RMC, on sait bien, cette émission, on sait bien de quel côté il part. On n'a jamais la parole dans cette émission. Et comme ça, M. Bougrain-Dubourg peut donner ses vérités, ses fake news qui deviennent des vérités. Au fil du temps, on balance, et ça devient des vérités. Et ce monsieur a parlé de bien-être animal. Alors, ça m'a fait un peu sourire parce que ce monsieur parle de bien-être animal, mais par contre, est-ce qu'il se pose la question du bien-être animal lorsqu'il fait ses bagages? Voilà, parce qu'il fait du bagage, il attrape ses oiseaux au filet, les oiseaux restent des heures et des heures, je ne vais pas dire des heures, excusez-moi, on va être dans la vérité, des minutes et des minutes, de nombreuses minutes, pendus, les ailes complètement à l'envers, des ailes qui se cassent, etc. Et là, ça ne le dérange pas, là, il n'y a pas de bien-être animal. Oui, là, parce qu'il organise des balades qu'il fait payer. Les gens vont regarder comment se passe une balade, comment se passe un bagage, et là, ça ne dérange pas. Là, ça ne le dérange pas. Là, il n'y a pas de bien-être animal là, sur ces oiseaux qui pendent et qui se cassent les ailes. Oui, Eric, vous faites référence au camp de bagages de la LPO, fait l'été en général, le plus important étant en Côte d'Or. On a des images assez terribles de dizaines et de dizaines d'oiseaux pris longuement dans des filets, en effet dans des positions qui laissent à supposer qu'ils ne sont pas au mieux. Donc ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons de bien-être animal. C'est quand même assez remarquable, assez surprenant. Et ce qui est surprenant, c'est que personne ne fasse remarquer ce genre je dirais, d'incohérence de la part de la LPO. Mais il est vrai qu'elle touche 900 000 euros de subvention de l'État chaque année, donc je pense que c'est un organisme qui doit être bien en cours. C'est-à-dire qu'on peut pas dire quelque chose, puisqu'on a, par exemple, dans cette émission, régulièrement, ce monsieur est invité, et nous, on n'a pas droit à la parole. On n'a pas droit à la parole. Bon. Voilà. Eric, en tout cas, J'aime la chasse vous a donné la parole. Ce n'est pas la première fois. On est désolé que ce soit dans ces circonstances-là. Évidemment, nous continuons à suivre le sujet en lien avec vous et nous espérons vous recevoir une prochaine fois pour une bonne nouvelle, celle qui sortirait éventuellement du Conseil d'État. Eric, moi, je voudrais quand même dire aux chasseurs, rien n'est perdu, on va continuer à se battre, mais rien n'est perdu, contrairement à au discours un peu général. Il faut continuer à se battre et on va y arriver, mais pour ça, il faut être unis, et je pense que la grosse problématique de notre pratique, c'est l'union. Et plutôt que d'être derrière un ordinateur à toujours taper tout et n'importe quoi et raconter tout et n'importe quoi, on devrait plutôt faire attention à ce que l'on écrit, à ce que l'on publie et être unis. Le mot de la fin, unité, en effet, vous avez raison Eric.
il y a des signes encourageants. Quand je vois des chasseurs, des huttiers de la baie de Somme qui vont soutenir la vénerie en forêt de Compiègne, je commence à sentir un frémissement plutôt sympathique dans ce sens-là. Donc, je rappelle qu'il y a bientôt une manifestation à Paris le 17 avril organisée par les pêcheurs pour défendre la pêche. Je pense que ce serait un bon signal que d'aller encourager et soutenir ces pêcheurs, tous, chasseurs, pêcheurs, cavaliers, éleveurs. C'est tout un monde qui est en danger et qu'il faut préserver. Éric, encore une fois, un grand merci. Merci, Denis. Bonne journée, bon courage pour le combat à venir et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Éric. Merci, à bientôt. Oui, Éric a raison, le combat n'est pas fini. C'est sûr. Et dans un deuxième temps maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on écoute une partie de l'interview de Eddy Pujalon, que Eddy Pujalon, président du mouvement de la ruralité, a accordé à Smart Réseau. Je remercie d'ailleurs Smart Réseau de m'avoir autorisé à reprendre cette interview, parce que ce que dit Eddy Pujalon est extrêmement important. On écoute Eddy Pujalon. Vous êtes donc le président du mouvement pour la ruralité. Aujourd'hui, il vient de tomber l'information comme quoi la Cour de justice de l'Union européenne confirme que la chasse à la glu doit être interdite en France. Donc, quel est votre sentiment sur cette décision que l'Europe vient de prendre? C'est l'exaspération. Je crois que là, on touche le fond avec ces décisions. L'Europe est en train de se tirer une balle dans le pied. Je crois que si aujourd'hui les peuples de l'Europe devaient tous voter sur un Brexit, je crois qu'il y aurait une majorité qui refuserait cette Europe-là. On est en train de bannir les traditions européennes sous l'égide d'une association ou de deux associations environnementales coupées moitié d'antispécistes, alors que ces gens qui pratiquent ne tuent pratiquement pas d'oiseaux, qu'on est en train de les condamner sous l'égide de quelques juges de Bruxelles ou de Strasbourg qui n'ont absolument jamais mis les pieds dans ces territoires du sud de la France, et puis qui plus est, quand l'Europe est responsable de 50 millions de morts d'oiseaux par sa politique de développement de l'éolien et qu'on vient donner des leçons à des gens qui ne tuent pas un seul oiseau, comment voulez-vous que ces gens-là ne soient pas exacerbés par ces décisions de justice qui ne ressemblent à rien? Voilà, il y a un moment donné où les gens rejettent cette Europe. Quand cette Europe est incapable de nous préparer ne serait-ce qu'une stratégie vaccinatoire à la hauteur pour protéger les gens et qui vient nous faire tout un déballage pour la mort de 2 ou 3 oiseaux. Encore, je dis bien, parce que généralement, la glu ne tue pas les oiseaux, on les relâche. Là, on est en train de faire de la condamnation sous l'égide, encore une fois de plus, d'une politique antispéciste animaliste, et on oublie les humains et leurs traditions, cette belle Europe qui devrait être l'Europe des peuples. Et moi, avec le mouvement de la ruralité, on est exacerbé de toutes ces décisions et de ces associations environnementales qui ne sont là que pour gommer la vie des gens, des peuples et de leurs us et coutumes. Alors, bon, moi je ne suis pas chasseur, encore moins chasseur à la glu, j'en avais entendu parler, et avant de vous appeler, j'ai investigué un petit peu le boulot d'un journaliste, et donc je suis allé chercher ce que c'était que cette chasse à la glu, et de quelle manière elle était réglementée. Est-ce que vous me confirmez que cette chasse à la glu est très réglementée, et que justement, on ne met pas de la glu n'importe où? Non, mais c'est un épiphénomène. La glu est extrêmement réglementée. Non seulement elle ne tue pas les oiseaux, on les attrape, on les nettoie et on s'assert d'appelins et on les relâche à la fin de la chasse. C'est incroyable. C'est-à-dire que je sais pas, les voitures aujourd'hui, les immeubles en France, les câbles électriques, les éoliennes tuent des millions d'oiseaux en prenant des oiseaux qui sont en plus pour la plupart des protégés. Et là, on vient condamner l'exercice d'une tradition simplement parce que quelques individus sont en train de faire du business sur le dos de l'environnement et de la nature, alors que ces gens-là ne font aucun prélèvement, et qui plus est, même s'il y en avait, il serait parfaitement acceptable, bien loin de d'1% de la mortalité naturelle qu'autorisent les directives européennes. Non, on est devant un racisme environnemental. Là, aujourd'hui, l'Europe condamne les pratiques des gens, des peuples européens, et elle est prête. Vous voyez, si je voulais exagérer un peu, si les gens de PACA avaient un simple slip, des arbres et des flèches, on aurait été tous très heureux qui pratiquent cette chasse ancestrale sous l'égide des Indiens d'Amérique. Et là, non, parce que ce sont des gens d'Europe du Sud, alors il faut les condamner parce qu'on est des juges là-bas en haut à Bruxelles ou à Strasbourg qui ne connaissent rien et qu'on condamne parce que M. Alain Bougrain-Dubourg ou One Voice a décidé que c'était pas bien. Est-ce que vous pensez que ces animalistes pousseront le vice pour interdire les chats en liberté qui attaquent les oisillons dans leur nid? Ah, mais ça viendra trop ou tard. De toute manière, dans le réseau animaliste aujourd'hui, c'est la guerre entre ceux qui aiment les chats et les vénèrent et ceux qui aiment les oiseaux et les vénèrent.
mais on n'est pas à une absurdité près. Là, aujourd'hui, on est en train de préparer l'interdiction de détenir des poissons dans les aquariums, notamment des poissons exotiques. Et donc, demain, tous les gens qui ont aujourd'hui des aquariums dans leur appartement, qui prennent plaisir à les soigner, à les regarder, peuvent s'attendre à ce qu'il y ait une interdiction généralisée, sous l'égide encore, de cet antispécisme rampant qui va toucher à tous les traits. On l'a vu dernièrement avec cette brave dame qui demandait qu'on prenne conscience que les pauvres punaises de lit ne devaient pas être sorties de leur habitat. Vous vous rendez compte, demain, c'est les poux, les tiques, les puces. Mais on a affaire à des gens complètement fadas et c'est insupportable. Et quand l'Europe et les juges rentrent là-dedans, mais croyez-moi, il y a du nettoyage à faire d'en haut jusqu'en bas parce que là, on marche sur la tête. Et oui, comment réconcilier les Français avec l'Europe? Ce n'est certainement pas avec ce genre de décision. Eddy Pujalon met le doigt là où ça fait mal. Par contre, on ne dit rien pour les éoliennes, on ne dit rien pour... Enfin bon, voilà, c'est assez incohérent tout cela. Assez incohérent. Voilà. C'est sûr. Bon, merci Denis pour ce dossier de la semaine. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Denis encore de m'avoir accompagné ce soir. On resalue Patrick à distance. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et sur notre site J'aime la chasse. On vous dit à dimanche prochain. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente soirée. À bientôt.